Tu entends une promesse trop belle pour être vraie. Un rendement lisse, même quand la bourse plonge. Des investisseurs célèbres se pressent, des familles confient toute leur épargne. Au cœur de New York, Bernard Madoff orchestre une illusion durable. Il affiche des gains impossibles et fabrique de faux relevés. Des milliers de personnes, elles, ont suivi, persuadées d'être à l'abri. On parlera plus tard de 65 milliards de dollars d'argent fantôme. C'est le plus grand système de Ponzi de l'histoire récente. Ta banque privée aurait pu te le recommander et tu aurais signé en confiance. Imagine que tes économies S évaporent en une nuit. Qui aurait vu les signaux D alerte et commenté en protéger aujourd'hui en France? Mais il y a encore plus à découvrir. Avant sa chute, Bernard Madoff est vu comme un pionnier respecté. Son entreprise de courtage existe depuis les années 1960. Il préside un temps le Nasdaq et se présente comme un expert discret. Ses relations ouvrent des portes partout, de Wall Street à l'Europe. Il propose à des clients triés la fameuse stratégie dite de conversion achat-vente. Elle promet des gains réguliers grâce à des actions de qualité et des options. Les relevés montrent des profits stables avec très peu de pertes. Tout paraît propre et les auditeurs ne voient rien d'anormal. Des fonds nourriciers collectent l'argent en Europe et envoient vers New York. Des banques d'affaires privées au Luxembourg et en Suisse orientent leurs clients fortunés. Des associations caritatives, des fondations et des épargnants ordinaires suivent. En France, certains investisseurs passent par des produits distribués localement. Pendant des années, la Securities and Exchange Commission reçoit des alertes. Un analyste nommé Harry Markopoulos envoie des mémos détaillés. Il affirme que les chiffres sont mathématiquement impossibles. Pourtant, les contrôles N aboutissent pas et illusion continue. Le système prospère pendant la bulle de la technologie et après. Quand la bourse chute, les gains de Madoff restent étonnamment stables. On parle de diversification mystérieuse et de couverture parfaite. Rien ne fuit vraiment, car les relevés semblent irréprochables. À l'automne 2008, la crise financière frappe tout le monde. Les clients veulent retirer leur argent pour couvrir des pertes ailleurs. La machine de Madoff a besoin d'apports frais pour payer les retraits. Le flux se tarit et la façade commence à se fissurer. Dans sa tour à Midtown, la pression devient intenable. Les comptes bancaires ne suffisent plus à servir les demandes. Les collaborateurs proches soupçonnent quelque chose, sans voir le tout. Madoff aurait alors confié la vérité à ses fils, selon les dossiers. Quelques jours plus tard, la police arrive. Nous sommes en décembre 2008 à New York. Bernard Madoff est arrêté. L'affaire explose à la une. Ce qui suit changera la manière de surveiller la finance internationale. En France, l'autorité des marchés financiers met en garde. Vérifie le dépositaire et contrôle externe. Voici comment l'escroquerie fonctionnait, étape par étape. L'argent arrivait chez Madoff par des fonds nourriciers et des clients directs. Il promettait une stratégie D-action de premier ordre couverte par des options. En réalité, la plupart des ordres N étaient jamais exécutés sur le marché. Les relevés étaient fabriqués en interne sur des systèmes fermés. Des prix de clôture étaient collés sur des opérations fictives. Les dates étaient choisies après coup pour lisser la performance. Le résultat montrait des gains réguliers, presque sans volatilité. Un cabinet d'audit minuscule validait les comptes. Il n'avait ni effectif, ni moyens pour vérifier des milliards prétendus. Un dépositaire indépendant N n'était pas en charge des titres. Les registres de compensation officiels N n'étaient pas consultés. Quand un client demandait un retrait, Madoff utilisait l'argent D, un autre. C est le cœur D, un système de Ponzi. Les nouveaux apports payaient les anciens, jusqu'à ce que le flux S arrête. La mécanique exigeait une croissance constante des entrées d'ETI argent. Pour attirer et retenir argent, Madoff jouait la rareté. Il refusait des clients pour créer du désir et de la confiance. Des banquiers rassuraient des familles entières, parfois sans voir le risque. Les frais étaient cachés dans la chaîne et semblaient raisonnables. Les relevés détaillaient une stratégie dite conversion achat-vente. Elle combinait des actions solides, comme les valeurs de indice S et P. Des options servaient, soi-disant, à protéger les baisses,
Mais les confirmations officielles de marché N existaient non pas. Les performances affichaient des gains presque tous les mois. Les pertes étaient rares et très petites. On parlait de talent et de discipline. On oubliait que les marchés réels ne se comportent pas ainsi. Le discours se fondait sur une réputation passée. Madoff avait bâti une activité de courtage légitime pendant des décennies. Cette réalité servait de paravent à l'activité de conseil frauduleuse. Il mélangeait prestige social et accès privilégié pour calmer les doutes. La Securities and Exchange Commission avait reçu des alertes techniques. Des analyses montraient que le volume nécessaire N n'existait pas en bourse. Des écarts de prix et des modèles impossibles étaient documentés. Pourtant, la vérification opérationnelle N n'a pas été assez poussée. Regarde les signaux que tu peux voir toi-même. Des rendements réguliers, sans corrélation au marché, sont suspects. Des relevés sans dépositaire indépendant sont dangereux. Une gouvernance concentrée entre les mains un seul homme est un drapeau rouge. En France, applique les mêmes principes de vigilance renforcée. Exige une séparation claire entre conseil, dépôt et audit. Demande des preuves de marché indépendantes. Et vérifie le contrôle externe avant d'investir. Un test simple suffisait. Comparer des confirmations aux ordres annoncés. Les registres de la Depository Trust Company ne montraient rien. Les volumes N y figuraient pas. Cette discordance fut ignorée longtemps. Un choc allait tout dévoiler. Quand la crise éclate en 2008, tout se renverse. Les retraits explosent et les apports cessent. La mécanique de Ponzi ne peut plus tenir. Les comptes bancaires ne couvrent plus les demandes. Selon les dossiers, Madoff avoue à ses fils que l'activité est une fraude. Ils alertent leurs avocats, puis les autorités. En décembre 2008, la police fédérale intervient à son domicile. Il est arrêté à New York et placé en garde à vue. La Securities and Exchange Commission dépose des plaintes civiles. Le ministère de la Justice ouvre un dossier pénal. Les comptes sont gelés et un mandataire judiciaire est nommé. Sa mission est de retrouver l'argent pour les victimes. Les enquêteurs examinent donc les systèmes internes de Madoff. Ils trouvent des relevés fabriqués et des tickets de marché fictifs. Très peu d'opérations réelles existent. Les promesses ne reposent que sur des flux d'argent entrant. Le nombre souvent cité de 65 milliards concerne des gains fictifs. Les pertes en espèces sont estimées à environ 17 milliards. Cette distinction est cruciale pour calculer les indemnisations. Elle explique aussi le rôle du fonds d'indemnisation spéciale. Le choc externe mondial, des fondations caritatives doivent être fermées. Des banques européennes annoncent des expositions importantes. En France, des investisseurs individuels se découvrent concernés. Les autorités renforcent la coordination transfrontalière. Des liquidateurs S attaquent aux chaînes de distribution. Des accords sont conclus avec des institutions pour récupérer des fonds. Mais le processus s'annonce long et complexe. Ce moment marque le tournant de l'affaire. Le voile est levé et la justice se met en marche. La suite montrera l'ampleur des conséquences et posera une question brûlante pour l'Europe et pour la France. Très vite, un administrateur judiciaire spécialisé est désigné. Son équipe remonte les flux et cartographie les réseaux. Il faut savoir où l'argent a transité et quel compte. Chaque chèque et virement est suivi pour établir la réalité. Des rapports interrogent les contrôles passés. Ils décrivent des pistes ignorées et des signaux non traités. Des visites d'inspection N ont pas recoupé les ordres avec des sources indépendantes. Cette leçon pèsera sur la surveillance à venir. Après l'arrestation, la justice avance rapidement. En mars 2009, Bernard Madoff plaide coupable devant un juge fédéral. En juin de la même année, il est condamné à 150 ans de prison. Il mourra en détention en 2021. Le tribunal nomme un mandataire, chargé de récupérer des fonds. Il engage des actions en restitution contre des bénéficiaires nets. De nombreux accords sont signés pour reconstituer la masse à distribuer. Les premières distributions aux victimes commencent même quelques années plus tard. En parallèle, un fonds d'indemnisation du ministère de la Justice verse des sommes. ISS appuie sur des récupérations et des accords. Les remboursements en milliards continuent après examen des dossiers. Des procès civils impliquent des institutions ayant distribué les produits. Des régulateurs étrangers renforcent leurs règles, notamment au Luxembourg.
En France, l'autorité des marchés financiers insiste sur la séparation des fonctions clés. Les banques primairement privées revoient leur due diligence et leur référencement. Les particuliers, eux, retiennent une douleur durable. Certaines associations disparaissent avec leurs projets. Des retraités doivent vendre leur maison pour vivre. Tes économies auraient pu connaître le même sort, sans garde-fou. Ce paysage transformé prépare les leçons concrètes. Comment reconnaître plus tôt une promesse trompeuse? Et comment la France peut-elle s'organiser pour protéger au mieux les épargnants? Le meilleur reste à expliquer juste après. Reste avec moi. Garde des règles simples. Des rendements réguliers sans lien avec le marché sont suspects. Exige un dépositaire indépendant, distinct du conseil et de l'exécution. Demande des preuves, des exécutions venant d'une source tierce. Regarde qui détient les titres et qui audite vraiment. Refuse les structures opaques et les promesses garanties. En France, l'autorité des marchés financiers publie des alertes utiles. Contacte Épargne Info Service si un doute persiste. Lis les documents clés et vérifie l'origine des performances. Si tu veux voir plus de scandales financiers à révéler, abonne-toi à Money Mystery. Partage cette vidéo pour avertir plus de gens. Quel scandale veux-tu que J enquête ensuite? Ton épargne exige traçabilité totale et règles claires, sans compromis.